Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour, nouvelle semaine sur Métropole. Merci d'être avec nous. C'est la rubrique Le Point. L'actualité n'a pas changé. C'est l'insécurité, c'est la politique avec les élections. Potentielle discussion entre le président et certains acteurs de l'opposition, c'est la réforme de la Constitution. Donc c'est une actualité qui mérite encore qu'on accorde du temps à parler de l'insécurité et de la politique. Et pour cela, ce matin, nous avons avec nous l'ancien colonel Imler Rebu, homme politique, pour un regard sur l'actualité. Colonel, bonjour. Bonjour Lutner, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir, c'est toujours un plaisir. Et malheureusement, j'ai envie de dire, ça fait plusieurs jours que je commence l'émission avec l'insécurité, et ce sera encore le cas ce matin, mais dans un contexte plus ou moins particulier. On parle de nouveau directeur pour la PNH. Colonel, comment est-ce que vous voyez cette décision du président de la République? Bon, je crois que c'est au président de la République, au Premier ministre, qu'il revient d'évaluer. Je suppose qu'ils ont un très bon diagnostic de la situation globale. Une décision qui pourra peut-être leur permettre de rééquilibrer la situation. Donc c'est une décision à la fois politique, qui devrait être essentiellement technique. Maintenant, reste à savoir si cette modification va amener les résultats escomptés. C'est une occasion pour moi de saluer le départ du DG Normil Rameau, à travers toutes les interventions que j'ai entendues le concernant. C'est un homme à la fois droit, honnête et techniquement qualifié. Cela nous amène à nous poser des questions de fond. Quels sont les problèmes auxquels il a été confronté, pour lesquels il n'a pas pu trouver de solution? Sont-ce des problèmes politiques? Dans ce cas, le travail va revenir au président de la République et à son gouvernement, aux acteurs du gouvernement responsables de ce dossier. Mais les questions de fond, très certainement, ne pourront pas trouver des solutions immédiates. Justement, Normil Rameau incarnait l'espoir. Lorsqu'il est arrivé à la tête de la PNH, on disait de lui qu'il était un fin technicien pour ce qu'il avait fait à la tête de la DCPJ. Maintenant, 14 mois après, il n'y a pas eu peut-être de résultat et le président a dû prendre une autre décision. Est-ce que, là maintenant, le problème, c'est un directeur général? Je ne crois pas. Je ne crois absolument pas. Et il ne m'appartient pas de juger des décisions internes en ce qui concerne les modifications de personnel à la tête de la PNH. Mais les questions de fond sont sérieuses. Il y a des problèmes liés à l'infrastructure organisationnelle globale de la sécurité nationale. C'est pas très... D'ailleurs, je ne connais pas les institutions de la sécurité nationale. De ce côté-là, il y a de grosses failles. Il y a les problèmes d'organisation de la police, de la distribution des hommes, du matériel et de l'équipement sur tout le territoire national. Assez souvent, on croit à tort que la police nationale peut résoudre les problèmes de sécurité du pays. La police nationale est une structure technique qui vient en appui à la justice. Les infrastructures organisationnelles de la sécurité de l'État, il y a très peu de structures que je connaisse, comme je l'ai dit tantôt. D'abord... Une seconde, arrêtez-vous un instant. Et est-ce que là, vous nous dites qu'il y a peut-être des choses cachées, ou bien il n'y a pas assez de structures? Parce qu'on connaît la sécurité publique que vous avez dirigée, le ministère de la Justice, la police. Et quand vous dites que vous ne connaissez pas toutes les structures... Non. Et l'infrastructure sécuritaire nationale est organisée à plusieurs niveaux. Et la police est un élément. Par exemple, vous n'avez pas de structure d'intelligence nationale, connue en tout cas.
Parce que les structures d'intelligence nationale travaillent en avant-poste, se trouvent à l'étranger. Naturellement, nous n'avons pas de très gros développement en matière industrielle et en matière de production qui nous mettent en compétition avec des pays étrangers où il faut des postes avancés de contrôle, de vérification sur les avancées technologiques. Et c'est ce qu'on appelle les structures de l'espionnage. C'est quand vous avez un pays qui produit, un pays qui a de gros intérêts à défendre. Donc il y a ce qu'on appelle les structures avancées au niveau de l'infrastructure diplomatique. C'est les premiers éléments. Il y a les éléments de sécurité extérieure qui doivent être contrôlés à partir de ces points-là. Par exemple, quand vous avez des armes qui laissent d'autres territoires pour rentrer sur le territoire de la République, il y a deux structures. Il y a les structures de renseignement et il y a les structures de verrouillage qui puissent, au niveau de votre frontière, résoudre certains problèmes. Ces structures-là, en tout cas, ne sont pas connues. Il y a les structures de renseignement intérieur. Il y a les structures de l'armée, il y a les structures de renseignement, il y a le renseignement politique. Ce sont autant d'infrastructures qui protègent, qui amenuisent le choc au niveau de la police nationale. Très bien. Donc la police nationale s'est retrouvée avec l'ensemble des secteurs, des paliers de la sécurité sur le dos, sans en maîtriser la technique, sans avoir les moyens, temps matériel, personnel pour. Donc, je crois que c'est une institution que le déficit de cette structure-là c'est une institution qui est toujours esquintée. Maintenant, il y a les problèmes internes d'organisation. Comment les effectifs sont utilisés? Qu'est-ce qui est fait pour améliorer le moral des hommes? Qu'est-ce qui est fait pour contrôler l'interpénétration entre les infrastructures maléfiques, que je dirais les infrastructures qui s'occupent de la drogue, de la criminalité, parce que généralement, la police est toujours en interconnexion avec ces structures-là, qui en contrôle les influences. Quel renforcement a été fait au niveau des services de renseignement internes de la police pour assurer sa propre sécurité par rapport aux influences externes. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour le moral des hommes? En fait, on entend généralement les problèmes. Maintenant, ce ne sont pas des prétextes ou des explicatifs, mais ce sont des éléments qui doivent être absolument considérés, qui doivent être résolus, sinon vous n'aurez jamais des résultats escomptés. Aujourd'hui, c'est Léon Charles qui avait déjà dirigé la police entre 2004 et 2005, qui va reprendre les rênes de l'institution. Certains voient déjà des difficultés pour ce nouveau directeur de s'adapter dans ce contexte où il revient, mais ça fait 15 ans qu'il a quitté l'institution. Comment voyez-vous l'adaptation de Léon Charles au sein de la PNH? Une police aussi divisée aujourd'hui, Imler Ribu. Bon, c'est une vraie gageure. Naturellement, il ne faut pas oublier que, premièrement, il a été directeur de l'institution. Il y a entre-temps, après 15 ans, beaucoup d'éléments beaucoup plus nocifs et beaucoup difficilement contrôlables qui ont pénétré l'institution. Il y a le plus gros effet négatif au niveau du fonctionnement de la police, c'est les interpénétrations politiques. Et on a en tête les déclarations publiques du commandant-chef de la police nationale, M. Gédéon, qui parlait publiquement des difficultés qu'il y avait par rapport à la pénétration politique au sein de l'institution et une situation qui ne relevait pas de son autorité, qui n'avait pas la capacité de contrôler. Donc tant que l'institution n'est pas isolée de l'influence politique, les problèmes, on les aura. Et il y a d'autres facteurs également qui ne sont pas maîtrisés, je crois, à la fois par les politiques
et par les structures techniques. Il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, les criminologues pourront en témoigner, une évolution dans le sens de la radicalisation dans les actes de sécurité. Une situation qui ne répond pas vraiment à notre culture, la culture criminelle haïtienne. Il y a aussi cette tendance qui peut avoir une explication sur le plan psychologique. Il y a beaucoup de gens malades qui nous sont envoyés et qui pénètrent l'espace haïtien et pas toujours dans les niveaux les plus favorables. Il y a également cette situation où les trafiquants n'ont pas chômé. Donc il y a une interpénétration entre la typologie des criminels qui nous sont retournés. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'analyses en Haïti. J'ai constaté des choses il y a plus environ 25 ans sur la nature des gens qui sont retournés en Haïti. Vous parlez de ces gens qui ont été déportés. Voilà, et assez souvent, les dossiers ne sont pas envoyés à Haïti. Donc on ne sait pas donc, à qui on a affaire. On ne sait pas, on n'a pas une juste idée de la nature et des gens qui nous sont retournés. Et assez souvent, ce sont des gens qui intègrent les espaces défavorisés, donc qui deviennent des professeurs, des maîtres. Il y a une prolifération de la manière de penser et d'exécuter le crime. Donc ce sont des facteurs qui devraient être pris en compte parce qu'il y a quand même dans l'histoire criminelle d'Haïti, il y a une radicalisation qui n'est pas dans notre culture. Et ce ne sont pas des aspects qui sont maîtrisés, je crois, par les autorités du renseignement. Je sais qu'il n'existe pas cette structure qui n'est pas très bien articulée. Et tout ceci pour venir dans un système de protection de la police nationale elle-même qui, finalement, a tout le fardeau sur le dos. Jusqu'à ce matin, peut-être, Léon Charles était encore ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA. Donc, il a été arraché de ce poste pour venir diriger la présidence d'Haïti. Donc, certains estiment que ce choix, tel qu'il a été fait, peut faire peser à M. Léon Charles un poids politique qui peut lui être défavorable à la tête de l'institution, la façon dont le choix a été fait. Bon, Léon Charles, c'est un ancien officier de l'armée. La première chose. Il y a ce qu'on appelle, il y a cette base qui constitue des réflexes qu'on garde ad vitam aeternam. La première chose. Deuxièmement, il a dirigé l'institution pendant un temps assez long. Et je ne pense pas que ce temps de séparation va jouer négativement. Maintenant, sur le plan politique, il faut admettre que quand même, un changement de directeur de la police nationale peut être d'abord une opération politique. Maintenant, il appartient aux acteurs politiques d'en tirer les conséquences de la décision. Maintenant, on voit pour l'insécurité globale et Himmler et But, on en parle pratiquement tous les jours, les actes se répètent, kidnapping, assassinat, et aujourd'hui on a une nouvelle formule, des gens sont tués, décapités, donc on essaie de comprendre l'évolution dans ce domaine. Pour avoir été colonel de l'armée, est-ce que l'implication de l'armée dans la lutte contre l'insécurité pourrait être efficace, par exemple? Non, c'est pas le rôle de l'armée. Comme je vous disais, la sécurité ne peut pas être organisée à partir d'un point focal qu'on appellerait la police. Dans tous les pays, vous voyez par exemple aux États-Unis, vous avez la CIA, vous avez le FBI, vous avez l'armée, vous avez la garde nationale, vous avez les polices municipales, les polices locales. Ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a éclaté tout un système qui existait, d'abord sans savoir ce que c'était, comment c'était organisé, comment c'était nourri,
tant sur le plan interne que sur le plan externe. Et puis la police nationale a toute la charge sur le dos, ce qui est impossible. Maintenant, il y a à côté de cette faiblesse un élément nouveau, c'est l'intrusion négative de la politique à l'intérieur du système de sécurité, où ce n'est un secret pour personne que quel que soit celui qui veut devenir chef en Haïti, sa première démarche, c'est d'abord trouver de l'argent et ensuite avoir des relations avec des gens qui ont été instrumentalisés par la misère au niveau des foyers abandonnés par l'État. Et maintenant, la politique est traitée, c'est comme une marchandise. Et tout ceci donne à ces, je les appelle des desesperados, parce qu'un bonhomme qui adopte le métier d'un bandit, c'est un bonhomme qui, dans sa vie, a atteint les limites de désespoir absolu. Parce que le métier de bandit n'est pas un métier facile, c'est un métier qui met votre vie en risque immédiatement. Maintenant, celui qui est acculé à devenir un bandit, il y a le banditisme naturel qu'on rencontre à travers le monde et dans toutes les sociétés. Mais ce qui nous arrive, le premier foyer qui alimente le banditisme, c'est la misère. La désorganisation des espaces qu'on appelle les bidonvilles, sur lesquels on finit par mettre l'étiquette des espaces de non-droit. Et quand vous prenez le style de vie au quotidien de ces gens, mon Dieu, si 2-3 nègres pas perdu tête à rentrer dans le banditisme, c'est ça pas normal. Maintenant, et qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Absolument rien. Et le banditisme devient une marchandise politique. Et c'est pourquoi, par exemple, il y a des reportages qui sont faits, il y a les réseaux sociaux qui sont très actifs ces jours-ci, où des gens reconnus comme étant des bandits vous donnent des explications que toute cette quantité d'armes, toutes ces panoplies d'armes qui sont exposées, les photos ont été faites chez un sénateur, chez un député. Donc il y a une connexion nocive entre l'État à la tête de la dirigeance. Par exemple, un député dans un pays, un sénateur, c'est une personne, c'est une personnalité. Maintenant, est-ce que la justice n'est pas responsable de cet fait, puisque si c'est aussi flagrant, aussi évident qu'il y a des connexions entre des officiels et des bandits, pourquoi il n'y a aucune personne à payer pour cela? La première chose qui est neutralisée, c'est la justice elle-même. Neutralisée de deux manières, par l'imposition du silence ou par la participation active. Donc, c'est parce que la justice a dévié. Parce que la politique, à la fois, a dévié. Les gens ne savent pas ce que c'est que la politique. Beaucoup de gens, en tout cas, qui arrivent à un certain niveau de l'État, ne savent pas que la politique, c'est comme quelqu'un qui rentre en prêtrise. C'est un sacerdoce. C'est quelqu'un qui a des idées, qui aime son pays et qui veut s'investir pour atteindre des résultats au bénéfice de la globalité des citoyens. Maintenant, la politique, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, c'est juste un chemin qui nous amène à la richesse rapide, sans les responsabilités, et où il est plutôt considéré les avantages, les bénéfices de la fonction, sans les responsabilités y afférentes. Donc, il y a, premièrement, le déficit de savoir, le déficit de compétences lié à ces désirs de lucre. Aujourd'hui, on est face à de nouvelles réalités. Je viens de le dire, il y a une mutation dans la façon de faire des bandits. Mais il y a aussi plusieurs formes de criminalité aujourd'hui en Haïti. Est-ce que Colonel Rebu pense qu'il y a assez de réflexion sur ces questions? Est-ce qu'aujourd'hui, la formule qui a donné des résultats en 95-96 peut être utilisée aujourd'hui dans cette nouvelle réalité? Pensez-vous que la stratégie utilisée pour lutter contre l'insécurité aujourd'hui est la meilleure? Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie en Haïti pour lutter contre l'insécurité.
Parce que la première chose, la première différence qu'il aurait fallu faire, c'est d'un côté l'État et les bandits comme structure faisant partie de la société globale. Or, aujourd'hui, on n'a pas le sentiment que cette démarcation est faite. On a le sentiment qu'il y a une interpénétration entre le banditisme et l'État lui-même. À partir de ce moment, on ne peut pas parler d'insécurité. On ne peut pas parler d'insécurité quand on a le sentiment qu'il y a une totale interpénétration entre l'État et les bandits. C'est comme quand la police est infiltrée. Toutes les polices du monde peuvent être infiltrées, sont infiltrées, mais il y a une infrastructure interne qui lutte contre ça. Par exemple, nous parlions tout à l'heure de la justice. Mais quand, par exemple, le policier qui fait son travail met la main au collet d'un bandit et se retrouve 15-22 jours après dans les rues face à ce même bandit. Quand le policier qui fait correctement son travail rentre dormir chez lui dans un bidonville et fait face à ces mêmes bandits qu'il a le devoir de traquer, ça ne marche pas. Donc, il y a une désorganisation d'abord psychologique, d'abord mentale. La première faute, c'est la mauvaise compréhension de ce que c'est qu'un chef. Deuxièmement, les notions liées à la capacité réelle de quelqu'un d'être ce chef. Et ensuite, la nature, la posture de ce chef à l'intérieur du corpus social. Maintenant, comment un bandit peut se permettre de citer le nom des responsables d'État en matière d'interrelation? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, à partir de ce moment, il y a une totale liberté dans ce prévôt le bandit. Et effectivement, il y a des cas où vous entendez, il y a des bandits qui lancent des ultimatums à l'État. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, si on ne corrige pas la nature des relations, en fait, la perception, parce que avoir le pouvoir est une chose, avoir l'autorité est une autre chose. Donc, ce sont les valeurs morales, les postures qu'on a et la capacité qu'on a à faire correctement son travail et le faire toujours et en tout temps qui déterminent la ligne de démarcation entre l'État et le bandit. Donc, si tu ne résous pas ce problème, tu peux faire plusieurs modifications, ça ne donnera pas de résultat. On a parlé un peu sur l'insécurité, nous parlons longtemps d'insécurité, un peu le monde bail conseil, ou même colonel, un peu le fois, chaque fois participer dans l'émission, on fait des suggestions. Si tu permets, il y a une précision. Tu as posé une question sur le monde a évolué techniquement énormément. Autant que les bandits ont la capacité d'affiner leur mode opératoire, autant également les États ont les moyens de contrer le banditisme. L'évolution, c'est une évolution sociale et ça vaut et pour le bandit et pour l'État. Maintenant, si l'État ne se met pas à jour, ne sait pas comment faire la mise à jour, ça c'est une autre question. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui a estimé, finalement, nous arrivons dans un point de non-retour là, gens vont privé là, par exemple, gens pour l'État reprendre le contrôle là, est-ce que mon a une raison par rapport à assister là, colonel? Reprendre le contrôle, c'est devenu très difficile. Parce que je t'imagine que c'est un sujet d'étude permanent. Mais à mon niveau et avec les groupes avec lesquels j'échange, je travaille, c'est devenu extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Mais la première complication, celle qui est beaucoup plus facile pour arriver à stopper la tendance, c'est la nette séparation entre l'État et le banditisme. Mais ça devient compliqué, vous l'avez dit. Il n'y a pas que l'État qui fonctionne avec les bandits. Avant d'être un officiel, le citoyen était un candidat. Donc là, il n'est pas encore l'État. Il y a d'autres structures. On parle du secteur privé qui parfois collabore avec des bandits. Non, donc, mais c'est plus que ça. Il n'y a pas de différence à faire. Par exemple, il y a les immixtions entre le secteur privé et le banditisme. La première question qu'il faut se poser, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand l'investisseur n'a pas le sentiment d'être protégé par l'État,
il est obligé de chercher cette protection pour son investissement. Okay. Maintenant, le premier devoir de l'État, c'est de ne pas mettre l'investisseur en situation de devoir recourir aux services de déviés sociaux pour assurer son investissement. C'est comme la justice. Si vous n'avez pas un cadastre connu, il y a toute cette affaire-là qu'on connaît au niveau des gens qui vont voler les propriétés des privés. Donc, si ce problème n'est pas résolu, automatiquement, vous mettez un frein à l'investissement. Et si vous mettez un frein à l'investissement, vous augmentez le déficit d'emploi, vous augmentez la misère. Donc, il ne peut pas y avoir d'explicatif ramollissant la position de l'État face à des citoyens qui auraient recours à des bandits pour protéger leurs investissements, parce que l'État a le devoir de protéger les investissements dans le propre intérêt du développement de son plan politique. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire de ce citoyen, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, qui veut être élu et qui se fait aider par les gangs? Là encore, c'est aussi l'État. Parce que justement, notre État a dévié de ses missions fondatrices, de ses missions fondamentales. Donc c'est la première correction qu'il faut apporter. La deuxième, naturellement, on a remarqué que le banditisme violent a laissé les espaces urbains pour rentrer de manière très spectaculaire au niveau des provinces. Maintenant, je réfléchissais encore hier soir à une redistribution des forces existantes. Et la police nationale a environ 15 et 16 000 hommes, mais nous savons tous que cet effectif est mal distribué, mal utilisé, et il y a trop d'éléments. Par exemple, il y a trop d'éléments de la police à être affectés à des services liés à la protection personnelle d'individus. Ce qui est une vraie fausse solution. Parce que généralement, ces gens-là affectés à la protection des VIP, généralement n'ont pas la formation pour eux. Ce qui devrait, par exemple, on devrait avoir au niveau des forces de sécurité une infrastructure humaine s'occupant exclusivement de la protection des édifices de l'État et de la protection des agents de la force politique de l'État. Et que ce n'est pas un député, un sénateur, un ministre qui va se choisir un cousin. Il y a, par exemple, vous avez vu, après les élections, quand on s'approchait de la très forte probabilité que l'ancien vice-président Joe Biden devienne président de la République, président des États-Unis, mais vous avez vu, tout de suite, le secret de service a renforcé le système de sécurité. Ce n'est pas le sénateur Biden qui a dit de m'envoyer Pierre, Jacques, etc. Il y a un service de l'État qui s'occupe de la sécurité des personnalités. Colonel, on va camper, non? Pas de souci. À 9h04, on fait une pause. Imler Rébu est avec nous ce matin pour analyser l'actualité. On a parlé sécurité en première partie. Évidemment, on va revenir avec la politique. Reste avec nous, on sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point de ce matin. Le colonel Imler Rébu qui est avec nous pour analyser l'actualité, l'insécurité, la politique et tout ça qui domine l'actualité en ce moment. Colonel, nous font bon rallye sur une question de sécurité. Bon, nous gardons toutes faiblesses. Et mais là, moi, je fais transition pour me garder avec vous. Ça va vivre dans l'insécurité, il ne va pas tomber dans le ciel là, il ne va pas arriver sur nous comme ça. Il y a des gens qui regardent qui voient que politique là, gens, acteurs appliqués ici en Haïti, bataille entre opposition et pouvoir, etc., ils gagnent en pile pour le ouais, ça va vivre comme insécurité, je veux dire. Quelle position par rapport à ça? Bon, c'est politique là même. C'est politique là même. Alors, c'est la mauvaise politique. Parce que nous pouvons tellement croire que nous faisons politique en Haïti. Nous prenons des positions, nous occupons des postes, et puis nous disons qu'on fait politique. Parce que politique qui s'allie. C'est un groupe femmes avec garçons qui a des idées pour modifier positivement le pays.
qui mettaient ensemble pour soutenir, pour renforcer l'idée ça et pour bailler moyen pour faire message passer beaucoup de parti beaucoup plus large de la population pour qu'il ait accès à position de à espace de décision pour qu'il mette l'idée ça en application. C'est ça politique là. Cela veut dire que il y a des jeunes qui là, il y a des gens qui ont réfléchi, qui gens pour intégrer les jeunes qui ont force énorme et qui ont poussé la nation à monter, qui gens pour intégration ça fait. Pour intégration ça fait, qui gens éducation qui pourrait mener à capacité pour intégration, qui gens penser qui j'ai repensé système santé, qui j'ai repensé investissement, qui j'ai repensé sécuriser investissement pour qu'il y ait plus d'emplois. C'est ça qui est politique là. Moi-même, honnêtement, moi pas connais un pile parti politique en Haïti. Okay. Parce qu'un parti politique, ça t'avait dit, d'abord du monde qui a adhéré à une idée, donc à une vision de la société, et ensuite qui mettait intelligence, savoir intellectuel, mais qui mettait tout moyen économique pour ça. Combien de partis politiques, je dis, qui ont 5, 6, 7, 8, 10 000 membres, qui chaque mois connaît, ils ont 50 gouttes pour mettre dans la caisse parti pour renforcer, permettre que l'idée parti à joindre la population. Généralement, partis politiques, c'est des espaces côté de gens qui ont envie, qui ont besoin de travail, qui ont besoin de déboucher, viennent là. Et c'est ça faut que nous rencontrer dans ça dans parti ça ou rencontrer dans l'autre parti suivant que possibilité pouvoir c'est là le cap tomber. Donc c'est pas de monde qui défendre un idéal pour faire pays faire la vie à vie meilleure, c'est des gens qui busquent dans la vie tout simplement. Donc à partir de ce moment, on a une course qu'a fait pour il y a des gens qui ont des désirs d'être parce que là on est où vient nos chefs tel que nous relèvons en Haïti. Donc, nous venons au monde qui ont les projecteurs qui braquent sur donc, nous avons senti le vin au monde. Donc, il y a et assez souvent, ce désir d'être est beaucoup plus violent qu'un monde qui a moins de capacité. Parce que c'est ça seulement, ils ont envie de vivre au monde. Parce que, ouais, là, on est où son chef, il y a un pile de monde qui a admiration pour c'est même un pile de monde qui a tombé dans le trafic de drogue, dans le bail comme ça. Son désir d'être, on a envie de vivre au monde, il a envie d'un projecteur qui va résoudre, l'a chercher estime, c'est les gens qui ont besoin d'affection. Qui ont besoin d'affection et qui rentrent dans une dynamique, côté rentrer dans des déviances, et à rentrer dans des côtés pour faire des bails que pas connaître du tout. Donc à partir de ce moment, ça affaiblit toute l'infrastructure de pensée nation. Hein. Par exemple, nous avons pile gros sujet que nous ne pas répondre. Jusqu'à présent, sur le plan historique, nous ne pouvons jamais bien comprendre vraies raisons pour lesquelles ils ont assassiné des alignés. Nous ne pouvons pas répondre de manière très claire pour qui ça drapeau que Dessalines a décidé en 1805 dans la première constitution, mais qui j'en le fait pour lier. Nous ne pouvons pas même dire qui circonstance historique qui fait de changer. Mais nous avons roulé sous tout non dit ça. Donc il y a une appropriation de l'humain qui vit sur le territoire, de la nation elle-même. C'est quand, par exemple, il a développé toute la théorie, Haïti, son pays qui est pauvre. Ce n'est pas vrai. La pauvreté d'Haïti est dans notre tête. Ils rentrent dans la tête, nous répétons souvent jusqu'à ce que nous venions pauvres vraiment. La réalité est devant nous aujourd'hui. Mais qu'on y a qui j'en nous a remonté pente là, colonel? Si on dit que nous pourquoi faire politique et on pas qu'on en pile bon, moi je connais qui va faire politique en Haïti parce que politique sont pas pour mesurer. Par exemple, au aux États-Unis, il y a une série de décisions que le président Trump prend. On ne doit pas d'accord avec eux. Mais il prend des mesures et dans tête il prend en faveur des États-Unis d'Amérique. La colonel Imler a fait constat échec pas le tout parce que ou sont politiciens ou un parti politique mais c'est évident collaborer avec d'autres partis. C'est évident je pas dire ça pour me dire que moi même c'est-à-dire que nous tous qui là un travail que nous pas bien fait que nous mal fait maintenant pour qui raison sont l'autre question. Mais le résultat est là. Qui est-ce qui est heureux en Haïti je dis? Qui est-ce qui est heureux en Haïti, je dis? Or, système nous arrive monté, qui a fonctionné,
lui fait qu'on finit par son semaine de travail, ou pas qu'à prendre madame avec petit tout, pour penser le normal, ou monter, ou dire, bon, ok, bon, je vais faire une visite Pic Macaya, je vais visiter le sud, je vais visiter le nord, je vais passer une journée à la plage. Mais l'on pas fait là. Si moi, économique ou rien, dans la poche. Cela veut dire qu'on est capable de boucaner un poisson, on est capable de faire troubadour, il n'y a pas joindre une gratification qui saute dans la poche. Donc, blocage ça, il vient mettre nous toutes dans une misère économique, dans une misère morale, et puis nous tous à dépérir, nous tous à plein, on imagine la quantité de monde qui mourent avec stress, tension, sucre, parce que justement, il y a vivre dans l'inquiétude. Or, justement, le rôle de la politique, c'est d'amener le bonheur aux citoyens. Le tableau que nous avons aujourd'hui, c'est un tableau côté où gagner un pouvoir en place qui critiqué, décrié, où gagner une opposition qui tête droite sous opposition qui c'est en transition que l'envie fait. Et est-ce que ce tableau ça, il a mené nous vers ça va parler là, on a dit que nous améliorer le système politique là. Est-ce que nous arrivons à un changement avec ça? Nous ne pas sur ça du tout, au contraire, nous risquons d'aggraver la situation. Nous risquons d'aggraver la situation. Par exemple, la vie pas faite dans la radicalisation. Parce que la vie en elle-même, elle fonctionne avec le relatif. Tout bagage est relatif. Pas rien qui est absolu. Ma pensée ne peut pas être absolue. D'ailleurs, c'est un déficit intellectuel qui fait que je dois avoir conviction, je dois avoir fermeté, je dois avoir une certaine outrecuidance pour me chercher à atteindre l'objectif que c'est normal. C'est la différence qu'il y a entre l'entêtement et l'opiniâtreté. L'opiniâtreté, c'est l'orgon-idée. On va passer misère, on va passer au travers de difficultés, mais on va suivre l'idée pour arriver à réaliser. Laisse ça au opiniâtre. Quand l'idée est bonne. Quand par contre l'idée est mauvaise, et pour continuer la dernière, on vient entêter. Or, l'entêtement, il est destructeur. Est-ce que Himmler Rebu a fait un mea culpa ou bien un revirement? Là, nous considérons qu'il y a peu où tu es quand même très impliqué dans des démarches qui t'es allé, qui t'es voulu arriver dans la destitution en président. Mais le président Jovenel Moïse, pas qu'il y a l'autre alternative. J'en lis un briquet politique là. Moi-même, je ne fais pas politique dans le sens où moi-même raï. Je fais politique dans qui sort penser et qui sort fait. Et qui opinion de sort penser et de sort faire. Premier monde qui rentre en dedans sous terrain absolu, ça, c'est le président Jovenel Moïse lui-même. Et il inauguré avec une parole simple. Le président a parlé, point barre. Cela veut dire qu'il n'y a pas aucune autre parole que le monde est capable de dire encore autre que ça me dit. C'est très bien. Mais si ça ne dit pas bon, ça passe tout le pays là. Donc c'est là mon désaccord avec le président. Je vais expliquer mon désaccord avec le président Jovenel Moïse. Mon seul désaccord avec lui. Moi, je suis le président Jovenel Moïse dans la campagne. Il dit, dans le niveau pays, ça est là, premier bagage pour nous faire, il faut faire chita ensemble pour nous voir qui nous allons marrer avec Chaïsa. L'élément campagne là. C'est que, alors, le président Jovenel Moïse, il a pile perle, un pile bagage qui est bon, et puis il mettait dans une enveloppe qui est sale. Et puis il voyait son pile fatra. Moi-même, c'est quand on prend l'image là, il prend une pile coupure de paquet 1000 gouttes, il mettait dans l'enveloppe, mais l'enveloppe la sale, et puis il passait, il voyait son pile fatra. Tout le monde a passé, personne ne va pas prendre l'enveloppe là. Sauf des spécialistes qui pourraient dire, wow, regardez un bon bail qui était là. Même quand nous prenons les problèmes liés à la Constitution. Mais il est évident qu'il faut nous avoir l'autre Constitution. Puis c'est incontournable. Parce que l'expérience que nous faisons pendant ces 36 dernières années montre-nous que l'infrastructure politique nous mettait sous place là, dit qu'on peut le bagage qui n'a pas marché là-dedans. Maintenant, on gros tâche comme ça. Donc, on a parlé de contenu. Maintenant, qu'on y a ambiance qui m'était pour arriver avec là, où jusqu'à ce Jésus-Christ, tout nous, pas besoin de atteindre l'objectif. Maintenant, colonel Rebu, est-ce que l'opposition, ça nous dit aujourd'hui là, est-ce que le débat Jovenel Moïse, on a le choix?
le ou camper sous position, on dit pas quel gens pour dialoguer avec Jovenel Moïse, si c'est pas pour préparer et départ, est-ce que nous avons le choix pour le rentrer dans l'autre des fonds avec nous qui t'a raconté? Non, pas dans mon pays. Ça, nous avons là, le bonheur comme le malheur est toujours une construction. C'est pas bail qui vient au matin. Par exemple, le président Jovenel Moïse est monté, moi, ouais, tout le monde, en de structure politique, que je connais, que je fréquente, que je parle avec eux, tout le monde est en dedans, on wait and see. Avec eux qui était président, le monté gouvernement, il commence à fonctionner. Alors, pas tout le temps, parce que le colonel Mson, j'ai depuis avant l'élection de Jovenel Moïse, il y a une contestation. Il y a un groupe qui était déjà pas de jambe d'accord qu'il était élu. Donc, le monde, ça va pas dans wait and see. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec lui, pas de capacité, par contre, si tu as un désir là, il n'y a pas de rien qui fait contre politique. Maintenant, il développer politique d'une certaine manière. Alors, c'est grand bagage qui nous dit moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et l'heure où on est dans l'ambiance, quand on a le pouvoir, puis le danger, c'est la qualité de monde qui entoure là. Par exemple, quand il y a monde en Haïti qui croit que pour être chef, il faut capturer les gens. Un plus gros reproche, par exemple, moi-même, il y a pile de monde qui fait. En fait, une certaine catégorie de monde. Ah oui, mon cher, vous responsable dans le passé dans le pays, parce que l'autre fait un coup d'État à 2004, ou de tuer le président avril. Si vous tuez monsieur, tout le bail était fini. Waouh! Beaucoup de gens comprennent, je suis un soldat. Et le premier devoir de soldat, c'est de protéger les citoyens et tous les citoyens de son pays. Le premier travail d'un policier n'est pas d'abattre un bandit, c'est de chercher à le maîtriser. Ce n'est pas Wally, c'est maîtriser mon envoyé pour la justice, pour mesure, pour le cabredisel. Parce que le premier rôle, ce n'est pas chercher à tuer l'autre là. Maintenant, ce qui nous est arrivé, nous avons une mauvaise interprétation du pouvoir. Il y a au sous président Jovenel Moïse, vous dites c'est entourage libre. Oui, donc si vous n'avez pas de capacité, bon, on ne peut pas brûler l'autre gens pour faire mal. Vous savez, si vous n'avez pas de capacité pour tuer, pour craser, pour briser, ou pas mon chef. C'est même gens tout. Dans le niveau opposition, et si nous avons protesté, nous ne sommes pas d'accord, si nous n'avons pas de capacité pour nous craser deux, trois bagailles, nous ne pouvons pas prendre au sérieux. Jusqu'à ce qu'ils viennent rentrer en dedans mentalité sociale là, même le monde a protesté, ils disent que le monde qui a dirigé Aptando, c'est seulement là qu'on commence à faire violence. Maintenant, qui on pense qu'on est capable de mener un pays positivement? Parce que les gens qui habitent de l'idée ça, dans l'opposition, l'arrivée dans le pouvoir, c'est même pas dans le fait. On dit radicalisation, pas jamais bon, et ça dit. C'est évident. Mais après ça, on rappelle pour dire, pas qu'un autre choix pour Jovenel Moïse pour sécurité pouvoir. Maintenant, mon chichon perdu là. Non, là, nous analyse. Nous analyse. Oui, maintenant, qui te pouvoir, qui Jean, puisque... Écoutez, données qui devant moi, je n'ai aucune possibilité de changer. Si je veux analyser et décider sur eux, il faut me prendre pour ça. Le pouvoir, la gestion du pouvoir, une relation entre pouvoir et opposition. C'est exactement comme une relation entre un mari et une madame. Vous menez en dans le foyer. Dès que le doute s'incruste, toute vie a bloqué. Et la chercher pour à moins que vous ayez une acceptation de la faute et vous venez arriver à un pardon. La relation de pouvoir, c'est une relation de confiance. Par exemple, quand le monde dit qu'il ne peut pas chita parler avec le président Jovenel Moïse. OK? Bon, maintenant, qui j'ai nous résoudre le problème si nous ne pas parler? Maintenant, qui j'ai nous accepter chita parler si au départ, nous pas gagner la présomption de la confiance. OK? Je me dis que ça a dit. Nous sommes obligés, d'accord? Mais, pour me chita parler avec moi, il faut gagner une présomption que vous ne pouvez pas venir traîner dans la boue, vous ne pouvez pas rouler dans la farine, vous ne pouvez pas le déjà... Au moins, les sortes de monter bonne fois. Voilà, si je déjà pensé que c'est moi qui vais le pour qu'ils ne viennent pas l'avoir. Par exemple, je crois que le président Jovenel Moïse a raté la seule vraie occasion qu'il avait pour résoudre la crise, c'est le négociation. En fait, je vais ça négociation. Rencontre
et dans l'annonciature là. Moi, c'est le dernier mauvais coup de tirel qui bat. Parce que il y a des gens qui conçoivent la politique en termes de radicalisation. Et comme de fait, ils ont prêté une bonne partie de l'opposition, ils ont relève l'opposition radicale. Mais en même temps, ils te reconnaissent que tu as des acteurs politiques qui te gagnent la bonne volonté, la bonne foi de discuter. Ou bien toute équipe, sénateur Paul Denis, Gadi Leblanc, la fusion des sociodémocrates, plusieurs autres partis politiques, notamment PHTK, qui étaient réunis dans l'annonciature-là. Mais c'était, pour moi, la seule bonne occasion pour nous engager un dialogue réel. Parce que dans la radicalisation, nous tous perdons. Nous tous perdons, je dis. Je dis, même les gens qui sont chefs à vivre dans la paix. Chaque monde a un petit peur par eux. Oui. Il y a des gens qui peur pour sauter dans la rue après, pour ne pas kidnapper, il y a des gens qui peur pour ne pas être victime dans la famille, il y a des gens qui ont le pouvoir, qui peuvent perdre du pouvoir. Et toute peur, ça, ils mené à des attitudes. Le président dit que deux mandats étaient inacceptables. C'est ça, il dit, dans ce qui est passé dans nos statuts là, il dit que l'opposition demande des bagailles que le pas cabaye, il pas cabaye. Le président, il parlait de réformes qu'il voulait continuer à faire. Maintenant, il y a une obsession pour la transition. Pourquoi c'est pas une obsession, c'est pas une obsession. Même pas analyser comme une obsession. Ils ont fait. Pour qui ça fait une bonne transition et il me l'a c'est pas pour qui ça, c'est nous construire ça qui va venir sur nous. Oui. Écoutez, pour pas gagner une transition, il faut gagner d'abord changement constitutionnel, là, on va qui trop lourd pour nous sauter en bouchement dans les conditions actuelles. Mais c'est un projet qui est sur le tapis. Et son projet logique lié, le tapis bon que nous avons reconcevoir le pays en une nouvelle constitution et puis nous déboucher sur question qu'on a dans l'élection. Okay. Est-ce que nous, il y a des gens qui dit le président Jovenel Moïse pour aller en février 2020, 7 février 2021, dernière limite. Bon, moi-même, j'attendais un peu de limite qui débat déjà. OK. Donc, si tu as un peu de limite qui débat déjà, qui va respecter, par exemple, dit que 7 février 2021 a respecté tout. Donc, moi-même, le papa a dit, je suis obligé de prendre ça comme on fait d'études. Même moi, dit, même si nous arrivons 7 février 2022, le président Jovenel Moïse, avec les données qui sont là, capable de faire des bagailles. Lui mettons CEP. Oui, mais est-ce que nous, 4 minutes pour nous passer ensemble, colonel, est-ce que ces transitions qui ont fait par rapport avec la situation, ou bien si la qui veut transition a fait tout ça qu'on est pour provoquer la transition? Ça n'a pas construit, n'a pas construit là, pas aboutir l'autre côté que à un dead end. Parce que ça pour nous faire pour ne pas aboutir à un dead end, nous pas remplir conditions pour nous faire, élection. En tout cas des élections normales. Pas oublier. Des élections anormales, nous faisons tout le temps. Ces élections anormales 2000, oui, qui étaient nos versions présidentielles ici, qui étaient retournées, qui viennent bas nous 2004. Une élection normale, la fête, tout parti politique a accepté pour le faire. Voilà. Une fois que gagner un groupe qui campe face à lui, pour accepter pour le faire, il faut conditions réunies. Ces conditions ça que nous cassons aujourd'hui. Par exemple, quelle condition qui réunie si le groupe Mounsaïo n'a pas accepté Chita avec. Maintenant, c'est ça, Mabjou. Donc là, nous, le président a un devoir politique à remplir. Tout simplement. Est-ce que l'opposition, ça, je dis à qui là, colonel, en 3 minutes, pas ta mérité font réévaluation pour le dire d'être lié? Est-ce que vraiment. Moi, sûr que Jovenel Moïse qui rejeté, est-ce que le peuple a rejeté parce que les préférés, ça n'a pas pris? Est-ce qu'il y a une offre vraiment aujourd'hui au sein de l'opposition? Ah, voilà une belle question. Je pense que c'est comme ça pour nous commencer l'émission. On finit une conversation de 3 minutes. Le gros problème qui se pose, c'est Sam Tabdou, la compréhension de la politique. Aujourd'hui, dans le monde, parmi lesquels moi, qui n'est pas d'accord avec type gestion président Jovenel Moïse. Très bien. C'est droit, moi, je ne dois pas d'accord. Mais qui ça me proposait de différent? Et qui mécanisme que me proposer? Je dis à toutes les sociétés qui étaient chita qui ont regardé
président Jovenel Moïse qui rencontre avec l'opposition. OK. Président Jovenel Moïse, par rapport à Jean-Lap conduit l'État, moi, pas qu'il fait une offre que la nation a dit ah, OK, ça, mon cher, vraiment, offre ça, on rentre là-dedans. Opposition, tout. Il n'y a pas que je me dis, comme citoyen, je me connais, président Jovenel Moïse, allez, je dis, degré ou de force, 1, 2, 3, 4, n'a fait tel bail, n'a fait tel bagage. Je te connais, et je faisais partie de la commission de passation de pouvoir. C'est une commission sur laquelle je prends position publique sur lui, parce que premièrement, je n'ai pas droit. Et deuxièmement, il n'est pas normal. Et généralement, je ne parle pas en public de bagages qui sont liés à des questions de politique de groupe. Mais ce que je peux dire, et opposition telle que le composé a. Par exemple, par une personne en Haïti qui, je me connais, qui joue, ni qui l'est, ni pour qui ça ne pas fait partie de l'opposition active qu'il a. Je vais parler là au démacoru là, parce que je ne sais pas comprendre. Non, mais pas. Parce que maintenant, on manque de leader d'opposition. C'est pas par là, je n'ai pas l'éducation, l'histoire et le parcours pour être un fanatique. Voir vous avez nos fanatiques radicaux. C'est pas dans l'ADN, moi. Donc on ne peut pas retrouver dans ce qu'on fait là. Mais il est évident pour tout le monde que ça qu'a fait là, d'un côté comme de l'autre, n'est pas bon. Il est évident. Il est évident. Parce que, son l'État, si je dis que je veux diriger l'État, mais il faut me dire ça, je vais le faire. Qui moun jodi a, ou même comme journaliste, qui connaît, qui dossier au gain sur une mécanique qui peut permettre de faire l'intégration de la diaspora, qui aujourd'hui a représenté la force motrice de la vie en Haïti. Pas seulement par le fait que la diaspora a apporté des moyens économiques, mais qui nous cap exploiter les carnets d'adresse de la diaspora, les connaissances acquises, le savoir et le savoir-faire de la diaspora, qui nous cap intégrer. Qui nous cap intégrer masse jeunes qui représentait toute force motrice pays. Qui étude, qui l'a, qui dit OK, on a fait tel bagaille, et ça permet que nous arrivions à terminer. On finit comme ça, par rapport à la table qui présentée là, des deux côtés. Mal marché, c'est dit. Oui. Qui ça, Colonel Rebu, préconise? Ça que tu as supposé faire là? Moi-même, je crois que la grande majorité des citoyennes et des citoyens qui a payé conséquences l'État et qui étaient dans le silence. Et je pense que c'est un rôle moteur que la société civile là, t'a gagné pour le lever. Parce que les gens du feu qui prennent nos cas, il faut que les gens qui viennent avec un bouquet de l'eau. Parce que deux acteurs, une a mené nous côté nous pas bon. L'autre n'a pas dit nous qui côté l'a mené nous qui est bon. Donc, nous sommes une société totalement nulle comme ça. Donc, il faut que des acteurs de la société civile, des acteurs du monde des affaires, parce que quand même, c'est eux-mêmes qui toute activité à craser. Il y a les acteurs, les intellectuels, il y a certains acteurs politiques qui font pour chiter ensemble pour faire une proposition différente à histoire de dead end que nous prenons là-dedans. Par exemple, pour le président Jovenel Moïse laisse le pouvoir aujourd'hui. Qui est-ce qui sait, qui a le diagnostic précis de la situation insécuritaire que nous avons, qui a le diagnostic précis de la désorganisation de la police nationale, et qui sait ce que nous allons faire pour que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, que la sécurité soit rétablie. Qui est-ce qui gagne? Donc, il faut un intermédiaire, justement, pour essayer de concilier les positions. Donc, pour aller, voilà, il faut gagner les comptes et non caille, il faut voir si est capable de venir pour dire attention, nous ne pouvons pas obliger ni raser là, ni mettre du feu là-dedans, ni détruire la vie de Timounio. Parce que ça n'a fait là son œuvre de destruction absolue, et du côté du président Jovenel Moïse, par action, et du côté de l'opposition, par déficit de proposition de solution. Colonel, merci pour ce parler à matin. Ça a été un plaisir. Imler Rebu, ancien colonel des forces armées d'Haïti, est avec nous ce matin, homme politique, et on vient d'analyser l'actualité. Évidemment, on comprend la position d'Imler Rebu. Il faut une meilleure proposition. Voilà ce qu'on doit retenir de l'émission de ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Excellente semaine, bonne journée. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.